pour l'humilier, pour le chicoter, pour le crucifier. Donc moi, qui suis un pécheur impénitent, moi je n'ai aucun souci. Donc, les injures passent, mais la réalité elle est là. Gbagbo nous dit qu'il n'a pas perdu les élections. Ça veut dire ce que ça veut dire. Gbagbo dit qu'il est d'accord avec le boycott actif. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour le chicoter. Gbagbo dit qu'il est venu faire de la politique. J'espère qu'il fera la bonne politique, parce que la politique qui nous a servi jusqu'à maintenant a donné 3000 morts. Donc sa politique, faut qu'il fasse la bonne. Tout le monde se réjouit parce qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, parce que 10 ans quand même hors du pays, c'est intenable. Donc on se réjouit qu'il soit rentré grâce à la magnanimité du président de la République. Mais je voudrais dire que l'acquittement, là, ça lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais ça ne doit pas lui permettre de monter sur ses grands chevaux. Il est catholique maintenant. Et la Bible déclare que le sang innocent réclame toujours justice. Il faut que Gbagbo comprenne que ceux qui sont morts inutilement, quelquefois du fait de l'article 125, ne doivent pas passer par perte et profit. Et quand il rentre en Côte d'Ivoire, parce que acquitté, lui-même sa conscience doit lui parler. Pour dire, je n'ai peut-être pas été le donneur d'ordre, mais pour mon pouvoir, voilà ce qui s'est passé. Et c'est important. Il ne doit pas dire, j'ai été acquitté, qui a tué? Quels sont donc les auteurs? Ce n'est pas le discours qu'il doit tenir. Moi, je voyais Gbagbo Laurent comme quelqu'un qui est venu pour rentrer dans le train de la réconciliation nationale, impulsé par le président de la République. Je n'ai pas eu Gbagbo en guerrier. Parce que dans mon esprit et dans l'esprit de tous ceux qui vivent sur la terre, il y a un temps pour faire la guerre. Et il y a un temps pour faire la paix. Surtout quand on pense à ses enfants et quand on pense à ses petits-enfants. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de contrer les djihadistes. C'est la priorité du président de la République et du ministre d'État, ministre de la Défense. Il multiplie réunion sur réunion, colloque sur colloque, visite sur visite. Matin, midi et soir, il est sur le terrain, en train de galvaniser les troupes, en train de leur demander quels sont les besoins pour leur apporter une réponse. Aujourd'hui, c'est à ça que la Côte d'Ivoire s'attelle. Comment contrer toutes les velléités djihadistes. Et moi, j'encourage le Conseil national de sécurité avec à sa tête le président de la République et le ministre de la Défense, le ministre d'État, le ministre de la Défense, dans leur œuvre de sécurisation de la frontière et dans la protection des biens et des personnes. Que Dieu nous bénisse. En vérité, on n'a pas besoin même de Gbagbo pour faire une réconciliation. Gbagbo est pédié là. Nous, en Côte d'Ivoire, on s'entend déjà. Gbagbo était là, et il n'y avait pas la paix en Côte d'Ivoire. Bédié, il était là, dans Okro. Il n'y avait pas la paix en Côte d'Ivoire. Ils vont danser jusqu'à quand ils viendront voir leur président de la République, Alassane Ouattara. Donc c'est vous les bêtes écologiques comme vous, comme ça, qui insultez les gens là. C'est vous là qui allez vous tuer pensant et pour rien. Passou, le roi Passou, Sam qui est Sam l'Africain, votre héros national, qui allait à La Haye, qui a fait votre fierté à vous. Le même dit que c'est pas Alassane qui a emmené Gbagbo à La Haye, que les coupables là sont là. Et vous-même, vous les connaissez. Répondez en bas.
et on l'attend au RHDP-LDR. Si Gbagbo, je te le dis, hein, si Gbagbo, c'est notre maître, on ne peut pas le désobéir. Mais si Gbagbo dit, il va aller faire une plateforme avec les BT là, moi je vais aller à la RDP. Si Gbagbo le fait, moi je vais aller à la RDP pour le combattre. Parce que ce qui a mené Gbagbo à la RDP, ce n'est pas la femme. Gbagbo même sait bien, il sait de quoi je parle. J'ai été quand même un maître de la situation. Je connais beaucoup de choses. Si je vous dis ceux qui ont mené Gbagbo à la RDP, Gbagbo même connaît c'est qui. Ils sont là. On dit il crie trop. Alors donc c'est pour dire ça. On voit Gbagbo là, il va faire quoi à la Maka là-bas? Ce sont ses parents, ce sont ses frères qui sont là-bas. Pour nous, là, c'est un civil. Même devant la porte de la Maka, il fait une demande, on refuse. Il ne faudrait pas que vous voyez ça en mal. Ceux qui sont morts pour lui, par sa faute là, à Diokoué là, c'est ça on demande quand il les voit là-bas. Notado, le Prado, Alassane Ouattara, son excellence, n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. S'il était méchant, il y a longtemps que Gbagbo était parti. Parce qu'ils ont atteint aussi à la vie d'Alassane Ouattara quand il a pris la clôture au temps de Gbagbo Laurent. Qui a fait ça? Écrivez en bas. On connaît nous tous qui a fait ça. Ce que vous devez faire, vous les gars, c'est de dire à votre Gbagbo là, d'aller voir son président, Alassane Ouattara, son excellence, aller voir prisonnier, c'est un prisonnier qui t'a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Gbagbo, ça fait mal, mais son excellence Alassane Ouattara, c'est ton président. Ça brûle, ça fait mal. Qui est garçon? Mais attends, ton cœur va le voir. C'est ça la vraie réconciliation. C'est ça le système. Tu nous as appris ça, non? Nous aussi, on va te montrer ça maintenant. Je suis panafricain. Pourtant, ils sont calés en Europe là-bas, en train de bénéficier de tous les vrais Jossi qui sont là-bas. Je suis panafricain ici. Mais laisse tout ça et puis il faut rentrer. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui parlent de panafricanisme, laissez vos bureaux, laissez Internet, prenez les coris, parce que coris là, avant c'était de l'argent. Laissez les billets des blancs là. Et puis vous retournez, vous faites retour à la terre. C'est là-bas là, on travaille dans la terre. Autrefois là, le panafricain a commencé là. Je suis panafricain. Pourtant, ce sont eux qui ont le gros téléphone des blancs. Je suis panafricain. Ils sont chez les blancs. Et puis ils disent, je suis panafricain. Mais tu es panafricain là. On t'a pas dit de pas voyager. Mais quand tu voyages là, il faut rester à Bamako. À Gbagbo que la violence existe. Exciter le peuple, exciter la jeunesse. Enlever la peur dans les yeux de la jeunesse. Parce que Gbagbo lui-même l'a dit. Je vais enlever, supprimer la peur. Mais quand on supprime la peur dans les yeux de quelqu'un, et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. La jeunesse n'a plus peur de faire quoi que ce soit. Mais le terminus, c'est le RHDP. Le terminus, c'est son excellence Alassane Ouattara. Et tu as fait autour. Gbagbo aujourd'hui paye pour le non-respect à Houphouët-Boigny. Là-bas, il a manqué de respect aux vieux, aux pères de la nation. Toi, Gbagbo, tu savais où on trouve, où on peut prendre crédit, pouvoir construire le pays. Toi, tu savais où on peut prendre l'argent. Le vieux, il s'est tué pour construire, lui, sa Côte d'Ivoire, avec ses contacts, avec son cerveau. Et c'est toi qui vas montrer aux gens que toi, tu es trop politicien. Tout ce malheur-là, c'est ça qui te retombe là-dessus. La douleur du peuple de la nation. La plus belle de mes décorations, celle qui permet de ne pas répondre aux injures par des injures, à des grossièretés par des grossièretés, de dire de contre-vérité pour ne pas dire autre chose. Mais la plus belle des médailles, j'étais ici porté commandeur de la courtoisie française. Bien vrai que le père de la nation est mort, Feu-Félix Houphouët-Boigny, mais celui qui va contre son poulet, Alassane Ouattara, va contre l'idéologie de Feu-Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Vous les baoulés là, faites très attention. C'est vrai que c'est Dieu qui bénit. Donc Dieu est passé par le père de la nation, Feu-Félix Houphouët-Boigny, pour pouvoir bénir son excellence Alassane Ouattara. Vous avez vu que son choix a été correct et il n'a pas eu tort. Il est bâtisseur comme son mentor, Félix Houphouët-Boigny. Et il est plus béni que les deux là, Bédié et Gbagbo Laurent. Le seul qui a honoré le père jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a suivi ses conseils. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire et ça sera mieux que ça. On parle des gens qui savent ce qu'ils veulent. Le Rwanda, pourquoi ça marche? Mais tu veux l'argent, on t'attrape. Au Rwanda, on a passé des minutes à un ministre en plein conseil de ministres.
parce qu'ils ne pouvaient pas justifier l'utilisation de certains fonds. C'est ça la dictature éclairée. C'est ça. Kagame est là, tout le monde l'admire, mais tout le monde n'a qu'à faire comme lui. Si tu ne veux pas faire comme Kagame, parce que toi tu veux la démocratie, chaque matin tu dois téléphoner à Paris, l'autre a volé 10 milliards, qu'est-ce qu'on fait? Non, on fait quoi? On lui fait rien, c'est la démocratie. Tu dois appeler Londres, tu dois appeler Washington pour demander. Non, Kagame n'appelle personne. Quand Kagame voulait appliquer pour le mandat actuel, les Américains, tout le monde était contre lui. Il a dit, mais moi c'est mon peuple, il est passé, il dirige. Le jour où Kagame partira et qu'un soi-disant démocrate viendra, vous aurez le désordre. On aura encore la guerre civile entre Hutu et Tutsi parce que les plaies ne sont pas encore cicatrisées. Si Kagame pouvait vivre longtemps pour faire 50 ans au pouvoir, les gens auront le temps d'oublier les blessures. Mais il faut être réaliste. Pourquoi on veut faire comme les autres? Démocratie, droits de l'homme, machin, d'accord. Moi, j'ai vécu dans des pays démocratiques, dans des pays où on respecte les droits de l'homme. J'ai vu comment ça marche. Ce n'est pas les droits de l'anarchie. Ce n'est pas les droits... écoute, l'Allemagne est un pays démocratique ou non? Est-ce que tu sais qu'en Allemagne, en hiver, si la neige tombe la nuit, vous vous réveillez le matin, chacun a le devoir de nettoyer la neige sur son trottoir. Sur son trottoir. Moi, ça m'est arrivé, la voisine m'a dit, mais tu peux ne pas faire, tu n'es pas obligé. Mais si quelqu'un glisse là-bas, il tombe, tout est à tes frais. Ah, tout est à mes frais? Comment ça? Donc, il faut quand même que les gens cessent de croire que la démocratie, c'est la paresse, on ne fait pas si... Non, c'est pas normal. Et puis nos politiciens n'ont même pas le courage de le dire. Nous, on le dit actuellement, tu vas voir sur les réseaux comment ils vont m'insulter demain. Mais bon, il ne faut pas avoir peur d'être insulté. Parce que si nous continuons à parler pour faire plaisir aux gens, nos pays vont s'effondrer. Et ils sont... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre rendez-vous de chaque soir que nous appelons le festin intellectuel. Et je vous dis bonsoir et c'est toujours un plaisir de vous avoir et d'exposer nos arguments et nos avis de sorte qu'on puisse en discuter chaque soir. Et donc nous commençons directement par le premier sujet qui est une analyse écrite par Éclaireur Pro Vérité et elle a pour titre la fausse équation de la réconciliation. La réconciliation ne saurait se substituer à la justice, ni même ouvrir la voie à l'amnistie pour les crimes les plus graves. Comment pourrait-on trouver des vraies solutions si personne n'est prêt à accepter la vérité, la justice, avant la soi-disant réconciliation? Il est évident que nous et nos princes auront choisi la voie de l'impunité. Or, cette même impunité ne fait que créer plus de fractures dans notre patrie. Le terme réconciliation est le reflet d'un manque de courage collectif des dirigeants et des administrés. Tout le monde veut entrer au paradis, mais personne ne veut mourir. En Côte d'Ivoire, la réconciliation a toujours été cette arme qui permet de mettre autrui mal à l'aise devant la conscience collective mondiale. C'est toujours nous, les pseudo-réconciliateurs, qui sommes les bons. Et ceux qui réclament justice sont stigmatisés comme étant les mauvais et les radicaux de notre pays. Mais à la réalité, ceux qui parlent bien fort de réconciliation sont ceux-là même qui veulent se faire pardonner leurs crimes. C'est pourquoi ils n'ont jamais été capables de faire de concessions, mais ils continueront à exiger le prix fort. Pourquoi sommes-nous si réfractaires à la vérité et à la justice, nous autres Ivoiriens? Une réconciliation réussie contribue à prévenir la résurgence des conflits, en plus de former le terreau de sociétés plus résilientes, pacifiques et prospères. Cela est surtout vrai dans le sillage de violences et de violations des droits de l'homme à large échelle.
du Cambodge au Rwanda en passant par l'Irlande du Nord et la Bosnie-Herzégovine, les processus de réconciliation avaient contribué à résoudre les conflits ethniques, religieux ou politiques, car les politiques et les populations s'y étaient engagés avec sincérité. Ils ont d'abord brisé le cercle de l'impunité avant de parvenir à une réconciliation réussie. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on veut se réconcilier d'abord en faisant la promotion des impunités. Sommes-nous plus intelligents que ceux du Cambodge, du Rwanda, de l'Irlande du Nord, de la Bosnie-Herzégovine? Si nous réussissons, notre incroyable talent fera cas d'école dans le monde. Bonne chance à tous et à chacun. Source Éclaireur Pro Vérité. Deuxième sujet, lutte contre la vie chère. Le ministre du Commerce au créneau pour l'exécution des mesures prises par le gouvernement. L'initiation de rencontres avec les différents acteurs économiques, filière par filière, en vue de trouver des solutions afin de contenir les hausses sur le panier de la ménagère, fait partie des mesures prises par le Conseil des ministres du mercredi 21 juillet 2021 concernant la cherté de la vie. Elle est déjà en cours d'exécution via le ministère du Commerce et de l'Industrie et le Conseil national de lutte contre la vie chère, qui se sont entretenus avec la filière du riz le jeudi 22 juillet 2021. C'est la première d'une série de rencontres avec différents acteurs économiques. Ces entretiens visent à trouver des solutions à la hausse des prix. Parlant des mesures prises par le gouvernement pour stabiliser les prix des denrées alimentaires sur le marché, M. Kwazan Aimé, directeur général du commerce intérieur, a expliqué que tous les moyens seront mis en œuvre pour les exécuter. Nous allons travailler à ce que les solutions du gouvernement puissent être entendues par l'ensemble des acteurs de ce secteur d'activité, a-t-il indiqué. Du côté des exportateurs de riz, Émile Abiad, leur représentant, a expliqué que les acteurs de la filière qu'ils représentent sont disposés à travailler avec le gouvernement. Aujourd'hui, nous travaillons avec le gouvernement pour trouver une solution. D'abord pour garantir la sécurité alimentaire, ensuite la sécurité des prix, afin qu'il n'y ait pas d'augmentation pour les consommateurs. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous arriverons main dans la main, nous, importateurs et le gouvernement, à trouver des solutions. Une attitude que salue le secrétaire exécutif du Conseil national, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, Dr Rani Didis Bakone. La lutte contre la vie chère est une priorité du gouvernement. Cela se traduit par d'importantes décisions prises au Conseil des ministres. Aujourd'hui, nous commençons ces rencontres avec la filière riz, qui est une denrée importante pour nos populations. Il s'agit de regarder la disponibilité du produit sur le marché, qu'il soit disponible en quantité sur l'étendue du territoire à des prix abordables, a expliqué la secrétaire exécutive du CNLVC, et d'ajouter: nous avons en face de nous des opérateurs économiques attentifs qui ont à cœur non seulement d'accompagner le gouvernement, mais de surtout permettre aux populations de pouvoir consommer des produits de qualité à un prix abordable. Après la filière du riz, le ministre du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec le CNLVC, rencontrera le vendredi 24 juillet 2021 les acteurs de la filière viande de bœuf. Une autre rencontre est prévue avec la filière huile le lundi 26 juillet 2021. Les concertations devraient aboutir
dès la semaine prochaine à la fixation des prix plafonnés sur le riz, l'huile, la farine et la viande de bœuf. Les autres mesures comme l'installation des comités régionaux de lutte contre la vie chère ou encore l'intensification des contrôles des prix réglementés sont également en cours de mise en œuvre. Pour rappel, le Conseil national de lutte contre la vie chère, créé en 2017, a pour mission la coordination et le suivi de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la vie chère définies par le gouvernement ivoirien. Troisième sujet, opération main propre en Côte d'Ivoire. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État ne protégera personne. Afin d'éviter tout malentendu pouvant découler d'une interprétation tendancieuse de notre publication d'hier sur le DG de l'ONAD, le ministre du Budget, qui assure la tutelle financière de cet organisme public, a souhaité que nous puissions préciser qu'il ne fera rien pour sauver la tête d'aucun patron d'entreprise. Aucun lien de parenté, nulle affinité politique ou toute autre relation réelle ou supposée ne pourront faire intervenir le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, nous a fait transmettre le ministre Moussa Sanogo par ses services, où nous avons été reçus dans une grande cordialité le jeudi après-midi. Plus tôt dans la matinée, un membre du gouvernement avec qui j'ai échangé insistait sur la probité morale du ministre Sanogo, qui lui interdit d'intervenir pour tenter de sauver la tête de quelconque cadre en indélicatesse avec la loi. Notre publication du mercredi relevait des démarches entreprises par des ressortissants de son village pour tenter de protéger le DG de l'Office national de l'assainissement et du drainage, dont la gestion est actuellement contrôlée. Le directeur Amara Sanogo est originaire de Ouanemou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, tout comme le ministre du Budget. Mais, comme l'a précisé le ministre Moussa Sanogo, aucune faveur ne sera accordée à personne. Pour preuve, et selon nos sources très crédibles, au ministère du Budget, un audit est actuellement en cours à l'ONAD. Le contrôle, conduit par le cabinet FCA, a déposé un rapport provisoire le 16 juillet 2021, toujours d'après mes sources. Ces informations ont été confirmées par le ministère du Budget. Plusieurs DG ont déjà été suspendus de leurs fonctions dans le cadre de la vaste opération main propre lancée par le président Ouattara, mais certains dirigeants d'entreprises et de structures ont été entendus par la procureure anticorruption, la juge Yanni Mili Blanche Esso Abane. Ce qui est vrai, signé Saïd Penda, et c'est un article qui a été repris sur Connexion Ivoirienne. Et chers Ivoiriens et chers partisans, vous aurez dû constater que je suis un peu froid aujourd'hui. C'est justement sur cette question-là, l'article que je viens de vous lire là. Il y a des choses, si vous savez, vous serez triste. Ça, je préfère vous dire. Il y a des gens en qui on place nos confiances, qui disent des choses, qui prennent de l'argent quelque part, c'est pas intéressant. Moi-même, j'ai l'audit de l'ONAD, je viens de l'avoir il y a au moins 1 heure du temps. Je l'ai sur moi ici. Et ce qui s'est passé hier à la rencontre, et ceux qui ont reçu l'argent, nous le savons. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans le meilleur des mondes possible et il faut faire avec. Et donc, j'en ai fait une analyse. Après le lancement des audits, le gouvernement a tout intérêt à privilégier la fermeté la plus absolue. On ne peut construire une nation sur le fondement de l'injustice
de la gabegie et du népotisme. Si nos dirigeants se montrent incapables, cette fois-ci, ils auront le mérite de mettre en mal la corruption et le vol des biens de l'État. Ces mots sont si endémiques dans notre pays que cette lutte doit se conduire sans complaisance ni pitié pour les auteurs des malversations. En menant une lutte efficace, l'État redorera son image et redonnera confiance à toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans notre patrie, tout le monde le sait, la corruption et les excès de toutes sortes sont devenus la règle à tous les niveaux de gestion de la chose publique et même privée. De toute façon, nos populations ont fini par s'accommoder de toutes ces injustices tellement le mal est profond. Souhaitons pour une fois que les deals politiques et les demandes de pardon ne viennent pas contrarier la bonne volonté de ceux qui veulent vraiment s'attaquer aux plaies de notre société. Le gouvernement, d'après 11 avril 2011, s'est spécialisé dans la prise de bonnes résolutions et lois, mais celles-ci ne sont jamais appliquées dans leur effectivité. Est-ce par manque de volonté ou de courage? Est-ce parce que tout le monde est devenu démissionnaire face aux fléaux qui détruisent notre pays? Source Éclaireur Pro Vérité. Quatrième sujet a pour titre Conflit Adama Bictogo Amadou Soumaoro. Aucun texte ne consacre un tel poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a existé sous l'ancienne constitution, mais ce poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale a été supprimé. Amadou Soumaoro recadrait ainsi Adama Bictogo, l'un des 11 vice-présidents de l'Assemblée nationale. Dans le même temps, le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Amadou Soumaoro, est représenté à ce séminaire par M. Onyen Georges Armand, le président de la plateforme de l'opposition, qui est 9e sur les 11 vice-présidents que compte la nouvelle législature ivoirienne issue des élections de mars 2021. Pourrait-on déjà penser à un combat des clans à l'intérieur du parti au pouvoir? En tout état de cause, c'est un recadrage qu'Amadou Soumaoro donne au député d'Aboville qui affirmait en avril dernier qu'en cas d'empêchement ou d'absence du président, j'en assure l'intérim et le fonctionnement. C'est le cas en ce moment. De mon analyse personnelle, j'ai pu estimer qu'il y a véritablement un conflit d'intérêts entre M. Soumaoro et M. Bictogo. Cela pourra avoir des effets néfastes sur la cohésion de l'équipe RHDP à l'hémicycle. Comme je l'affirmais ici il y a 4 mois, le plus grand danger qui guette le parti au pouvoir sera les divisions internes et les luttes de clans. À l'instant-ci, les deux concernés n'admettront pas l'effectivité d'un conflit d'intérêts, mais les signes que nous voyons ne peuvent pas tromper les observateurs avertis. Si le RHDP veut conserver et gérer le pouvoir d'État, il est impérieux que la cohésion et l'entente entre les cadres ne souffrent d'aucun doute. Si les divergences se multiplient entre les gestionnaires du pouvoir, cela fragilisera davantage le chef de l'État car il se retrouverait à régler des problèmes d'ego au détriment des vraies questions de la nation. Ces mêmes divisions des cadres du RHDP ne feront que fragiliser la base militante
qui aujourd'hui observent avec beaucoup d'incompréhension l'évolution globale de la situation politique de notre pays. En attendant de voir ce que demain nous réserve, espérons que nos prédictions ne soient pas justes. Source éclaireur pro vérité. 5e sujet. Le titre: Des paliers de Sofitel, Hôtel Ivoire dégradé. Grosse colère d'Alassane Ouattara. Colère noire d'Alassane Ouattara. Et pour cause. Depuis le début de l'année, des paliers, couloirs et escaliers de plusieurs étages de Sofitel sont dégradés. Ces niveaux, dont les suites appelées signatures, sont ceux qui reçoivent les invités de marque du chef de l'État. Par ailleurs, sa femme Dominique Ouattara y organise tous les événements et galas de sa fondation Children of Africa. C'est ce que nous apprend le confrère de Africa Intelligence dans sa parution de ce vendredi 23 juillet 2021. Si l'ex-Hôtel Ivoire est géré par le groupe Accor, avec parmi ses administrateurs l'ex-président français Nicolas Sarkozy, il n'empêche qu'il est contrôlé par l'État ivoirien. Ce qui explique la fureur du chef de l'État. Ainsi, Maferima Diarasuba, directrice générale de la Société des Palaces de Cocody, groupe parapublic responsable des murs de l'édifice, a été rappelée immédiatement par la présidence alors qu'elle séjournait aux États-Unis. La Société des Palaces de Cocody a entrepris des travaux et les paliers concernés seront fermés dans les prochains mois. Pour l'heure, les hôtes de la présidence ivoirienne sont logés au Pullman et au Movenpick dans la commune du Plateau, centre des affaires de la capitale économique ivoirienne. C'est un article qui est signé Cyril Nain, pris sur Opera News. Et donc, voici l'analyse que j'en ai faite. Nous saluons la fermeté et la diligence du chef de l'État. La colère du président est tout à fait justifiable quand nous savons qu'il y met tous les moyens financiers et humains pour redonner une image assez respectable de notre Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'irresponsabilité est la marque déposée de la majorité de ceux qui sont à la gestion de la chose publique. Cependant, nous exhortons le président Alassane Ouattara à regarder avec beaucoup d'attention les paliers et les escaliers de la vie des milliers de familles détruites par la BHCI depuis 4 ans. Depuis lors, des milliers de foyers sont privés de leurs épargnes, des centaines de PME ont fermé et de nombreux Ivoiriens broient le noir. Comme pour nous conduire dans les couloirs de la mort, les économies des contribuables et épargnants sont injustement bloquées dans les caisses de fonds séquestres sans garantie de remboursement. Nous aurions souhaité voir aussi la colère noire du chef de l'État s'activer contre la BHCI et le cas des maisons sociales parce que l'injustice est trop flagrante et inacceptable. Serait-il utile de rappeler que le 30 novembre 2019, lors de votre allocution à Katiola, c'est avec beaucoup d'espoir que nous vous écoutions relativement au renflouement des caisses de la BHCI afin de mettre fin à la souffrance des populations. Hélas, depuis lors, c'est le silence total, comme si nous méritons d'être les gueules cassées de la nation. Il est louable de s'offusquer pour des bâtisses comme Sofitel Hôtel, mais il faut aussi s'indigner face à l'ignominie vécue par les épargnants de la Banque d'État
qu'est la BHCI et le cas des maisons sociales dont les Ivoiriens n'ont jamais vu les couleurs, encore moins leurs épargnes. Pour ma part, je persisterai à décrier ces injustices jusqu'à ce qu'une oreille attentive nous prête de la considération. Dans la même veine, je vous propose en solution de harceler les grands détourneurs de deniers publics et à renflouer les caisses de la BHCI et remettre les économies des souscripteurs des maisons sociales avec les faramineuses sommes volées aux contribuables ivoiriens. Lorsque nous avons un problème exceptionnel, il faut aussi appliquer des solutions atypiquement drastiques. Signé Éclaireur Pro Vérité. Et je termine définitivement avec le 6e sujet qui est le Soro Show, Côte d'Ivoire ou le paradis des criminels. Nous voilà à nouveau en train de faire la part belle aux criminels, aux génocidaires, tribalistes et aux scélérats de toutes sortes pour, dit-on, nous réconcilier. Pendant ce temps, les victimes feraient mieux de la fermer car leurs vies n'ont de valeur que pour servir de sacrifice expiatoire. De nos jours, la Côte d'Ivoire semble être devenue une terre d'impunité et la zone de prédilection de tous les massacreurs de population et les anarchistes antisociaux. Tandis qu'on caresse certains malfaiteurs dans le sens du poil en les invitant à la table des dieux, d'autres négocient activement leur retour afin de venir narguer à nouveau les citoyens de la République. Il est donc évident que la vie du noir mérite d'être broyée dans le noir par nos frères noirs qui sont devenus des marchands de la mort. Aujourd'hui, ce sont ces malfaiteurs qui donnent des leçons de morale à notre société. Ces faucheurs de vie ont tellement pris confiance qu'ils nient la réalité des événements récents ayant conduit à la mort de milliers de leurs concitoyens. Les barbares de la patrie peuvent-ils nous dire quels crimes ils reprochent à leurs victimes? Malheureusement, ils continuent de soumettre leurs propres parents aux conséquences de leur avidité politique et de leurs égos démesurés. Vanité des vanités. Tous vous périrez très bientôt. Une chose est certaine, si la justice des hommes se montre incapable, Dieu dans sa grande omniscience saura vous punir et vous rétribuer de façon conséquente. Vous pouvez rire et même marcher avec gloriole sur la terre durant le temps qui vous reste, mais vous n'aurez jamais la paix de l'esprit. Pour vos actions maléfiques, vos âmes seront maudites pour l'éternité, vous et vos complices. Soyez sans crainte ni remords. Vous connaîtrez bientôt une fin effroyable, pire que ce que vous avez administré à vos victimes. Signé Éclaireur Pro Vérité. Et nous en avons fini. Je vais directement passer à l'éditorial de notre mère, Madame Blanc. Et après ça, ceux qui ont des questions, vous pourriez les poser.
Alors, chers auditeurs, vous nous excusez, j'essaie de joindre Madame Blanc. Et si Madame Blanc, vous m'entendez, vous pouvez essayer de m'appeler. Parce que j'essaie, votre ligne, ça ne passe pas. Je ne comprends pas. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir éclaireur. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Il n'y a pas de problème. Okay. Nous sommes aujourd'hui dans la même disposition morale, quoi. Effectivement, effectivement. On a le moral dans la chaussette. Vraiment. Le texte aujourd'hui, c'est Pauvre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est comparable à cette belle femme qui est victime de viol à longueur de décennies. Le viol est devenu tellement... Allô? Oui, on vous entend. Oui, oui. Allô? Oui, on vous entend. Oui, oui. Le viol est devenu tellement monnaie courante qu'une de ses propres filles ira jusqu'à justifier cet acte répréhensible. Pour elle, c'est normal. Et dit que celle qui le dit, qui tient ses propos, coupable de ses paroles de goût, n'est pas n'importe qui. Pauvre Côte d'Ivoire, pitoyable petit pays où c'est un sacrilège de regarder dans la bouche de celui qui grille les arachides. Le pays est spolié. Les commerces et entreprises d'État disparaissent. La SCOACH, Société commerciale de l'Ouest africain, la Société d'État pour le développement des plantations de canne à sucre, appelée Sceaux de sucre, dans le Nord, sont des exemples de cette pratique mafieuse. Oui, les sociétés d'État disparaissent. Par contre, la CIFCA, Société de Pierre Billon, est florissante. Elle couvre 3 secteurs sans partage. Le palmier à huile et tous les produits qui en découlent, le sucre de canne et le caoutchouc. Quand la CIFCA est épinglée, elle mue en s'alliant avec Comafrique. Henri Konan Bédié, une des grosses fortunes du pays, est présent dans le secteur agricole, dont le café, le cacao et l'EVA. Ces familles tiennent le porte-monnaie ivoire sans partage. Qui sont ces personnes insatiables qui, en plus d'avoir le prix d'achat même du pays dans la poche, sont toujours partants pour le diriger politiquement? Le pire est qu'ils y ont été, mais n'ont rien créé pour le peuple. Qu'ils continuent de jeter dans les rues pour assouvir leurs besoins inassouvis du pouvoir. D'où vient que des personnes se croient propriétaires d'un pays et gardent pour eux des fortunes tirées illégalement de ces pays, au détriment des millions d'autres qui vivent dans un dénuement total. Nous avons été témoins des faits répréhensibles ces dernières années qui nous ont laissés absolument dégoûtés. Le CNT et son cortège mortel. Les propos éhontés d'un compagnon de 40 ans à l'endroit de son ami. Gikawe Maurice se demande même pourquoi M. Alassane Ouattara doit briguer un autre mandat. Seulement au motif qu'il travaille à bâtir des ponts. Cette aberration nous fait bondir de notre chaise. Mais oui, M. Gikawe, le rôle d'un chef d'État est de bâtir son pays, créer des infrastructures pour sa population. Et puis, vous n'êtes pas celui à plaindre, M. Gikawe. Plusieurs centaines de vos compatriotes sont morts quand vous avez détourné les 18 milliards de l'Union européenne en 1999. Voilà des échantillons des pratiques qui sont en cours en haut lieu en Côte d'Ivoire. Détournement, puis achat immobilier en France ou ailleurs, et les enfants au beurre. Face à de tels torts infligés au peuple, faut-il condamner la jeune pousse? Ne dit-on pas que l'élève est plus doué que son maître? Nous autres sommes les mal aimés. Nous sommes trop honnêtes peut-être. C'est nous qui sommes dépossédés par notre propre patrie. Pauvre petite fortune réalisée contre
avec pour seul rêve de nous munir d'un toit, rêve qui nous sera refusé. La PHCI et le projet des logements sociaux nous ont barré le chemin qui mène à l'accomplissement de nous-mêmes. Nous sommes condamnés à demeurer peut-être hors de notre pays. Voilà, Amayafa. Merci beaucoup, éclaireur. Vraiment, je crois que Madame Blanc, vous avez tout dit. Et malheureusement, comme il est de coutume, sous le régime actuel, on dit que Gaou vit à l'aise. C'est ceux qui sont trop honnêtes pour dire la vérité sont ceux-là même qui sont des gens qui sont vus comme des idiots. Et malheureusement, on nous fait croire qu'on veut nous faire dire que tout est beau en Côte d'Ivoire alors que c'est faux. Tout n'est pas beau. Ça, il faut avoir le courage de se le dire. C'est clair. Et n'en déplaise à ceux qui le veulent. La réalité en Côte d'Ivoire, quand vous faites une projection de maintenant et par rapport à l'avenir, elle fait froid dans le dos, madame. Oui. Mais il y a de quoi craindre. Parce que les gens ont peur de penser et de réfléchir. Alors que ce refus de regarder la réalité ne va pas vous faire échapper au grand malheur qui va s'abattre. Et pourquoi ne pas être courageux et assumer et regarder les choses en face pour qu'on puisse trouver des vraies solutions. Oui. Et pendant ce temps, on espère bien que Dieu sauvera ceux qu'il doit sauver et le monde continuera. Oui. Ok, demain je parlerai de la jeune pousse. Il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Vous passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, très chers auditeurs et auditrices, nous avons fini notre présentation et donc il est 16h06 et tous ceux qui veulent dire quelque chose ou bien qui ont un avis à partager ou des informations à donner, vous pouvez directement appeler. Et lorsque vous appelez, c'est sur le Messenger Éclaireur Pro Vérité Bis. Et quand vous appelez, si c'est la toute première fois, vous ne pourrez pas communiquer avec nous. Donc, vous faites par message écrit sur le Messenger Éclaireur Pro Vérité, je souhaite participer. Et donc, on vous laissera parler. Et lorsque vous aurez l'opportunité de parler, bien avant ça, je vais vous répondre pour vous dire oui, vous pourriez participer. Et c'est comme ça que ça se passe. Et pour tous ceux qui ont l'habitude d'appeler, si vous souhaitez participer, vous appelez lorsque ça sonne, vous pouvez couper et n'insistez pas du tout. Parce que quand vous insistez, ça bloque les propos de celui qui est en ligne. Et donc, une fois que vous appelez, une fois que ça sonne, c'est fini. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Lorsque le prochain intervenant aura fini, nous vous prendrons. Et donc, je vous remercie et bien des choses à chacun et à chacune. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur l'éclaireur. Oui. C'est monsieur Fadiga de la Suède. Effectivement, comment allez-vous? Oui, ça va très bien chez vous. Oui, ça va très bien. Ça va. Vous m'avez l'air très triste aujourd'hui. Oui, vous savez, quand tu sais certaines choses, c'est pas trop intéressant. Oui, c'est ce que Voyez-vous, j'ai remarqué. on vient d'arrêter plein de terroristes en Côte d'Ivoire en ce moment-là même. Plein. On vient d'arrêter plein de terroristes à Soubré, à Bouaké, à Dabakala. Ah, mais là, c'est super quand même, hein, monsieur l'éclaireur. Non, c'est une très bonne nouvelle. Mais en même temps, quand vous imaginez combien de fois des personnes sont en train de donner leur vie pour sauver le pays, et que vous voyez certains qui donnent de l'argent à des journalistes corrompus pour sauver leur honneur dans le vol qu'ils ont commis, vous voyez que c'est des contradictions qui sont difficiles à avaler. Oui, effectivement, monsieur l'éclaireur. Et c'est un peu ça la réalité. Oui. J'aimerais apporter un petit rectificatif parce que vous avez dit dans l'éditorial que Amara Sanogo et puis Moussa Sanogo sont de Waninou. Oui. Dans l'éditorial. Si j'ai bien entendu. Oui, c'est ce que le journal disait. Et moi, après, j'en ai fait mon analyse. Oui. Okay. Oui, parce qu'ils ne sont pas de Waninou. Ils sont de Ganwé. Ok.
Javé et Touba. Ok. Précisément, les deux sont des gangs, ils ne sont pas de Waneno. Ok, parce que généralement, quand je prends un article, je ne dénature pas du tout, mais je fais mon analyse après. Voilà. Mais ils sont des gangs, oui. Ok, il n'y a pas. Vraiment, merci pour la précision. Oui. Mais les audits là sont terminés, monsieur l'éclaireur. C'est ma question fondamentale ce soir. Les audits de qui? De quelle compagnie? Des sociétés étatiques, je veux dire, qui sont en train d'auditer en ce moment, ONAT, etc., etc. Parce que je suppose que c'était plusieurs sociétés étatiques. Oui, en tout cas, je ne sais pas si toutes les sociétés ont été faites parce que moi, je ne connais pas le nombre de sociétés, mais moi, j'ai quand même toutes les audits qui ont été réalisés, je les ai en main ici. Ok. J'ai dit donc, comme pour vous dire que je ne vais pas dire oui ou non à votre réponse, mais la société dont vous avez... Je comprends déjà. Voilà. Je comprends déjà, monsieur l'éclaireur. C'est pour cette raison même que vous êtes un peu plus triste ce soir. Oui, l'impunité, voilà. l'impunité, vous savez, monsieur l'éclaireur, l'impunité, c'est le mal. Ça a été toujours le mal de la Côte d'Ivoire. L'impunité et la corruption. Tant que ces deux facteurs ne vont pas disparaître, la Côte d'Ivoire ne va jamais se retrouver. Et quand le Prado va laisser le pouvoir, personne ne pourra, je vais dire, poster ces deux fléaux-là hors de nos frontières. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Donc, il est temps pour Ado c'est son champ de bataille actuellement. Il doit lutter contre ces deux fléaux. C'est ce qui mine la Côte d'Ivoire. Moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. Effectivement. D'accord, monsieur Lecker, c'était sur ces points-là que je voulais... Vraiment, c'est nous qui vous disons merci pour le rectificatif. Et surtout, merci d'être intervenu aussi pour donner votre avis. Merci. Et ça a été vraiment mais du courage, ne vous découragez pas, monsieur Lecker. Non, mais vous savez... Même si vous avez des mauvaises nouvelles ce soir, essayez de continuer dans le même sens, quoi. Il n'y a pas de problème. Critiquer, n'ayez même pas peur. C'est quand on a peur dans la vie qu'on n'y arrive pas. Donc, il faut batailler pour son pays. Il n'y a pas de problème. Je vous dis vraiment merci. Ne créez rien. Ne créez rien, monsieur l'éclaireur. Donc, vous passez une très bonne soirée. Merci à vous également. Merci beaucoup. Et bonne soirée à toute la classe, tous les élèves de la classe. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ok, on est ensemble. Ok. Allô? Oui, bonsoir, c'est le curé, oui, allô? Bonsoir mon frère, comment allez-vous? Oui, c'est Parakatala. Ah, Dieu merci. Et la famille? Oui, ça va. On est un peu bousculé là, mais ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Donc, vous êtes en direct actuellement? Ok. Voilà, donc on va vous donner la parole. Ok, vraiment encore du courage. Comme l'autre vient de dire, qui est un peu abattu, mais voilà, on t'encourage. On est là, le combat continue. Mon intervention aujourd'hui, c'est pour vraiment... Il faut que nous puissions apporter notre soutien au président de la République. Parce qu'aujourd'hui, sur le thème de la corruption, je crois que le président est confronté à de nombreuses difficultés. D'abord, la Côte d'Ivoire, quand elle était gérée par ces incompétences nulles-là, qui n'ont fait que détourner les biens publics. D'abord, je vais commencer par Ricona Bédier qui a mis l'économie de la Côte d'Ivoire à sa disposition, lui et son clan. Vraiment, ça fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Et quand les refondateurs viennent, ils sont venus se partager les biens, les ressources de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le président Ouattara est arrivé. Nous savons, c'est vrai, l'économie était à pas. Et quand Ouattara est arrivé, je crois que les cadres du RDE, aujourd'hui RHDP, ceux qui ont lutté avec M. Ouattara pour arriver au pouvoir, ont cru, et vraiment à tort ou à raison, dans le mauvais sens, ont cru qu'il allait venir faire comme ces nuls là, ces incompétents, qui se sont enrichis illicitement. Et aujourd'hui, ils se
se sont rendus compte que M. Ouattara est venu travailler pour la Côte d'Ivoire. Certains qui venaient se distribuer la part du gâteau, l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui se trouvent confrontés à ce problème-là, que M. Ouattara est venu pour gérer la Côte d'Ivoire, non pour voler les ressources de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, moi je crois qu'il est confronté à ce problème-là. Il faut que nous qui ne cherchons rien, vraiment moi je dis clairement, je n'ai besoin de rien, de 5 francs de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de 5 francs de l'État, ni de qui que ce soit. Mais il faut que nous luttons pour que le combat de M. Ouattara mène. Parce qu'on est en train de voir des combats parce que certains veulent s'enrichir. Et quand il ne sera pas là, je crois qu'on aura d'énormes problèmes parce que les gens n'ont pas encore compris cette responsabilité-là. Que d'abord, c'est le pays qui compte. D'abord, il faut travailler pour le pays. Mais les gens veulent travailler pour eux. Vraiment, moi, je crois que c'est le problème auquel le président est confronté. Dans son camp, les gens pensaient qu'on allait venir s'enrichir comme les vauriens l'ont fait. Et ceux qui sont au dehors, qui se sont enrichis illicitement, aujourd'hui, qui n'ont pas le pouvoir, ils sont en train de lutter, signer n'importe quel accord pour pouvoir avoir 10 francs. Je crois que c'est difficile pour les vieux. Vraiment, il faut que nous arrivions à faire passer le message, à éduquer nos écouteurs. Vraiment, je crois que c'est un combat qui a lieu d'être mené. Vraiment, c'est mon point de vue sur la corruption en Côte d'Ivoire. Vraiment, ce que vous avez dit, c'est un combat de longue haleine et d'information. Et je suis aussi d'avis avec vous qu'il faut qu'on continue ce combat-là. Et surtout ceux qui sont même à la gestion de la réalité doivent aussi apprendre à s'appliquer. Mais pour s'appliquer, il faut que des solutions fortes même viennent d'en haut. Moi, ça, c'est ma pensée. Il faut que vraiment, c'est ce que je disais, si c'est des annonces, des coups de communication politique ou bien simplement pour essayer de divertir les gens avec ces audits, pour accoucher de souris, ça ne donne pas. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent comme ce que je venais de vous dire là. Et vous voyez que ce n'est pas des choses qui sont assez intéressantes. C'est vrai. Et ça fait froid dans le dos. En même temps qu'on est en train de combattre la corruption, on utilise d'autres mécanismes de la corruption pour cacher la corruption elle-même. Ouais. Et vous voyez que vraiment, quand vous voulez avoir le courage de faire une analyse assez critique et objective, ça vous amène à quand même, à la limite, désespérer de tout ce qu'on voit actuellement. Mais on ose espérer que les choses iraient dans le bon sens quand même. On est sur le bon chemin. Vous avez nos populations manquent d'éducation, ils manquent d'information et puis d'information aussi. Vraiment, aucun peuple ne s'en sort sans lutter, sans travailler, surtout dans la discipline et dans la responsabilité. Vraiment, il faut que nous continuions le combat. Je viens de faire une vidéo ce soir, mais voilà. Comme j'ai dit la fois passée, je n'ai pas forcément le temps, mais de temps en temps qu'on arrive à intervenir, c'est bon. Il faut que le combat continue. Effectivement. On est dans le bon sens. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il ne faut pas te décourager. Vraiment, je ne sais pas comment tu t'arranges, mais vraiment, tu es vraiment fort. Moi, sincèrement, je suis beaucoup pris. On fait des efforts de temps en temps pour faire des vidéos, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment, du courage. Merci beaucoup. Que Dieu te paye et que Dieu nous paye. Vraiment, c'est pas facile, mais nous sommes dans le bon sens. Il n'y a pas de problème. C'est nous aussi qui vous remercions. Ok. Et vous passez aussi une très bonne soirée. Bonne soirée à toi et bonne soirée à toute la classe. Vraiment, le combat est dans le bon sens. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour les encouragements. Ok. Donc, il me semble qu'il y a très peu d'appels. Les deux personnes qui avaient manifesté le souhait de parler ont déjà parlé. On va encore s'accorder 5 minutes en espérant qu'il y aura quelques personnes qui ont des avis à donner. S'il n'y a pas d'idée ou bien d'avis, donc je crois que dans les 5 minutes qui suivent, on va donc conclure l'émission et permettre aux uns et aux autres de bien commencer leur week-end. Je vous remercie.
Alors? Alors, le Fioré? Oui. Oui, dis-moi, mais je vois qu'il n'y a personne pour intervenir. J'ai fait un tour rapide là pour laisser la place aux gens. Il n'y a pas de... Non, il y a... Pour moi, bon, une fois que le nombre de personnes, jusqu'à dans le temps imparti, on espère que si vous avez quelque chose à dire, s'il n'y a personne, vous pouvez continuer à parler. Il n'y a pas de problème. Oui, ok. Donc, dès qu'il y a une personne, tu me fais signe et puis voilà, j'arrête là. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler. Voilà, en fait, j'aimerais parler, discuter aussi sur la réunion prévue entre le président de la République, et M. Laurent Gbagbo. Voilà, parce que, voilà, moi, je pense que M. Ouattara, à un certain moment, a tapé sur la table. Oui, aujourd'hui, je crois qu'il veut montrer qu'il est le chef. Il faut qu'il montre et c'est ce qu'il doit faire. Parce que cet inconscient, cet incompétent de Laurent Gbagbo, je crois qu'on arrive dans un village, il faut donner les nouvelles. Surtout les conditions dans lesquelles Laurent Gbagbo était attendu. On nous a dit que la réconciliation ne dépendait que de lui. Et le monsieur arrive, il commence à faire des bavadages, il commence à faire des tournées. L'essentiel est là. Si c'est vrai que la réconciliation dépend de lui, qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui le suivent, qui n'attendaient que son retour pour se réconcilier, je crois que c'était l'essentiel, c'était la première chose à faire. Maintenant, comme lui, il n'a pas demandé à voir le président de la République, le président en bon chef, je crois qu'il faut qu'il appelle pour lui tirer les oreilles. Moi, je vois cette rencontre dans ce sens-là. Il va lui tirer les oreilles, il va lui dire que la Côte d'Ivoire, voilà ce dont la Côte d'Ivoire a besoin. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ces bavadages, de ces tournées qui ne servent à rien. Une certaine classe d'Ivoiriens attendait son retour. Maintenant qu'il est là, il faut qu'on passe aux choses essentielles. Parce que lui, Alassane Ouattara, il a envie de travailler pour la Côte d'Ivoire, pour toutes les filles et tous les filles de la Côte d'Ivoire. Donc, trêve de bavardage, trêve de tournée, viens, on va parler. Je crois que c'est dans ce sens-là que le président de la République organise cette rencontre-là. Maintenant, ma question, c'était de savoir, est-ce que tu as des nouvelles de Mamadou Koulibaly? Mamadou Koulibaly, qui à un certain moment était très brillant sur les réseaux, aujourd'hui il a disparu. Bon, personnellement, et moi je le dis, comme vous savez, des gens qui ne peuvent rien apporter au pays, moi je ne leur accorde aucune importance. Et Mamadou Koulibaly, pour moi, fait partie de cette catégorie de personnes-là. Moi, je préfère qu'on se focalise sur les vrais problèmes de notre société plutôt que de s'intéresser à des gens improductifs qui ne peuvent rien apporter au pays. Ça, c'est mon analyse personnelle. Ok, vraiment, je suis d'accord avec toi, mais voilà, vous savez, à un certain moment, il y a des gens qui peuvent, je crois, qui peuvent apporter. Parce qu'on voit le silence des Mabritouakeuses. La fois passée, je l'ai vu lors de la cérémonie de Tabaski. On a un certain cadre qui donnait de la voix et aujourd'hui, qui sont carrément tués, qui ne disent rien. C'est vrai, ça nous arrange. Ça nous arrange parce que quand quelqu'un n'apporte rien, c'est mieux qu'il se taise. Oui, effectivement, voyez-vous, quand quelqu'un a fini de jouer toutes ses cartes et que la personne même se rend compte que le monde entier a vu ses propres limites, qu'est-ce que la personne peut venir dire encore de nouveau? On a vu avec beaucoup de chance le Mamadou Koulibaly être président de l'Assemblée nationale. Et il a été ministre aussi de l'économie. Et donc, qu'est-ce qu'il peut encore dire dans les lois qu'il aurait souhaité être vu en train d'être prises aujourd'hui, qu'il n'avait pas pu faire quand il était président de l'Assemblée nationale? Quelles étaient les théories économiques qu'il aurait pu mettre en marche, qu'il n'avait pas pu, alors qu'il avait déjà eu l'occasion? Et donc, voyez-vous, quand vous avez déjà expérimenté toutes ces réalités-là, je crois que si vous êtes un homme intelligent, votre conscience finit par vous interpeller pour vous dire, si vous êtes un peu intelligent, le silence est la meilleure chose qui puisse rester. Et je crois que c'est dans cette réserve-là que ces personnes-là aujourd'hui sont dans leur dernier retranchement. Quand vous prenez par exemple M. Albert Mabritouakeuses dont vous parlez, aujourd'hui c'est des gens qui ont perdu, qui se sont discrédités eux-mêmes à tous les niveaux. Exactement. Voilà. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, politiquement et même humainement, il faut être vraiment quelqu'un qui n'a rien à perdre pour pouvoir suivre ces personnes-là ou même les écouter.
Sinon, ils vont, et actuellement même, ils font pieds et mains liés pour demander des postes. Ils demandent des postes, et ils attendent. Il y a l'autre même qui dit que lui, il serait preneur de n'importe quel poste. Voilà. Et il y a Duncan aussi qui demande qu'on lui donne le poste de vice-président. Et donc, ce sont un peu ces réalités et tout ça. Quand vous connaissez ces réalités, ça fait un peu mal parce que vous voyez que des gens s'amusent avec la République, mais après, parce qu'ils ont été aux commandes et parce qu'ils ont des affinités, ne soyons pas surpris de les revoir encore s'amuser avec la vie des Ivoiriens. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a un incroyable talent, c'est que même les choses les plus inimaginables sont possibles. C'est vrai, exactement, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et c'est quand tu fais une analyse de fond, c'est des gens dans ce pays-là qui seraient restés dans leur retranchement et même qui auraient souhaité qu'on ne parle plus d'eux. Mais malheureusement, vous allez voir encore ces mêmes personnes-là. Parce que cette soi-disant réconciliation dont les gens parlent, c'est une foire au désordre, mais qui va faire plus de victimes que ce que nous avons vu en 2010 et en 2020. Oui. Voilà. Moi, je le dis, je ne suis pas un prophète des malheurs, mais si on ne frappe pas les gens en fonction des méfaits qu'ils posent dans la société, mais qu'on les encourage même à continuer, des gens ne peuvent pas avoir fait un coup d'État. Des gens, aujourd'hui, M. Kablan Duncan aurait dû être condamné pour haute trahison, puisqu'il a été pris en train de donner des communications, à Sorogium et à Chris Yapi, qui sont les mêmes personnes. Mais allez lire le motif de sa démission pour des raisons de convenance personnelle. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire on t'a pris la main dans le sac et le président t'a dit frère, il faut démissionner. Voilà ce qui s'est passé. Mais quand on en arrive aujourd'hui à négocier en soumet avec ces personnes et leur donner même des postes, et voyez-vous, tous ceux qui sont rentrés, on ne nous le dit pas, mais aujourd'hui, ils ont repris leur poste et ils bénéficient de tous leurs droits. Hein. Et ça, chère population, il faut qu'on en soit effectivement conscient. Tous ceux qui sont rentrés, tous ces brigands qui sont rentrés, qui ont eu à commettre les assassinats, mais si tu n'es pas à l'aise et que tu n'as pas de fonds, tu ne peux pas aller mobiliser des jeunes gens pour venir faire un coup d'État. En tout cas. Et donc, ça veut dire qu'on est dans un État où tout est possible. Et malheureusement, ceux qui veulent être honnêtes et ceux qui mettent leur foi en la loi sont ceux-là qui seront, comme on le dit, les gars de la République. Et c'est malheureux quand même. Ça, il faut qu'on se le dise. Quoi. C'est malheureux, c'est malheureux. Je suis d'accord avec toi, Luc Leroy. C'est malheureux que M. Ouattara, qui a subi toutes sortes d'actes. En tout cas, on l'a combattu de toutes les façons. Mais moi, sincèrement, je suis ouattaraïste, mais je n'arrive pas à comprendre comment il continue encore de collaborer avec ces individus-là. Seul lui seul pourra répondre. Bon, je vois que c'est un monsieur qui veut réunir tout le monde, mais on l'a dit, même il y a des gens aujourd'hui qui ne croient même pas en Dieu. Je vais dire, personne, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc, c'est très difficile que lui, un être humain fasse l'unanimité. Mais je crois qu'il est en train de chercher l'unanimité. Et vraiment, dans ce sens-là, il se trompe. En tout cas, il faut commencer à voir la réalité avec beaucoup de pragmatisme pour reconnaître que la démarche du président actuellement, là, c'est difficile à avaler. Et connaissant les réalités de la Côte d'Ivoire, il faut des solutions fortes pour ramener chacun à l'ordre. C'est vrai. Sinon, sans ça, on ne va jamais quitter dans ce bourbier-là. Et malheureusement... Et moi, j'ai peur pour la suite de Ouattara. Bon, on souhaite qu'ils soient encore là, mais je dis que c'est son influence qui gère un peu la situation. Bon, malheureusement, nulle personne n'est éternelle. C'est au moment où nous sommes vivants qu'il faut être capable de prendre des décisions fortes pour pouvoir influencer sur l'avenir. C'est ça aussi la réalité de la vie. Voilà, parce qu'on n'est pas éternel. Mais quand on a la chance d'être à la gestion et que des millions de personnes ont placé leur confiance en vous dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous convenez avec moi, mais les militants RHDP se sentent les dindons même de la farce. Oui, ça c'est vrai.
Ça, ayons le courage de nous dire la vérité. Ouattara, c'est un homme, il peut faire aussi des erreurs. Ça, au moins, disons ces vérités-là aussi. La seule personne qui ne peut pas faire d'erreur, c'est Dieu lui-même. Et aujourd'hui, ne serait-ce qu'à prendre par exemple la corruption, la gabegie, le népotisme, et en plus de cela, le manque même de justice dans le pays, ça fait trop de pilules à avaler, et quelque part, même si on l'aime, ça commence à nous taper sérieusement sur les nerfs, sincèrement. Moi, je l'assume. Je ne dis pas à qui que ce soit d'aimer ce que je dis, mais au moins, c'est ce que moi, je pense véritablement. Non, Leclerc, je suis totalement d'accord avec toi. On passe, même chose, mais j'ai dit que moi, je crois vraiment à mon nez, ma vie, et c'est le meilleur. C'est le meilleur. Voilà. Seulement, il faut éduquer la population, comme il y a un journaliste qui m'a dit, il faut éduquer la masse, il faut informer les gens, il faut... quand la population, dans sa majorité, est informée, est formée, et je crois que ça évite beaucoup de situations où, quand on nous dit tous par là, tout le monde va là-bas. Quand on nous dit tous par là, tout le monde va là-bas. C'est vrai. Et quand tu es informé et tu es formé, tu arrives souvent à faire des interventions, des critiques. Tu arrives. Mais aujourd'hui, c'est vrai, à M. Ouattara, nous faisons. Moi, j'ai entièrement confiance en lui. Mais à un certain moment, quand la masse, si la masse est vraiment formée, et que le président voit que la masse est en train de tirer dans un autre sens, je crois qu'il va s'aligner, comme vous le disiez. Le président hors du peuple, il n'est rien. Donc, le peuple qui a le pouvoir, quand le peuple est formé, je crois qu'il y a beaucoup de décisions qui peuvent être contredites, tu vois. Et le président dit ça, mais quand il voit que la majorité de la population dit non, il va suivre. Comme il a dit, c'est un être humain, il peut se tromper. Mais aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un qui puisse tenir tête à Ouattara. Il y a d'autres qui le suivent parce qu'il faut le suivre. Il y a d'autres qui le suivent aveuglement par la confiance qu'on a en lui. C'est difficile. Donc, quand il se trompe, tout le peuple se trompe. Parce que la majorité du peuple n'est pas formée, n'est pas informée aussi. Oui, effectivement. L'information et la formation, et comme vous le savez, on a toujours parlé de ça. Mais quand vous voyez que les gens même sont plus nourris par leurs émotions, je crois que quand vous voulez parler avec objectivité, les gens vous voient directement en ennemi. Et ça ne sera pas facile. Il faut que les gens apprennent à sortir de leurs sentiments pour comprendre que la vraie vie ne fait pas de cadeau à qui que ce soit. On a beau aimer quelqu'un, on a beau aimer ou souhaiter quelque chose, à un moment, il faut regarder aussi la vérité et puis essayer quand même d'être un peu logique et de dire vraiment quand c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est vrai. Et vraiment quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Aujourd'hui, je reviens encore sur le problème de la BICI et des gens qui ont eu leur argent, que le gouvernement a créé un programme. Et aujourd'hui, ces gens des maisons sociales ont leur argent qui sont bloqués. On leur dit, votre argent, vous ne l'aurez pas tant que nous-mêmes, nous ne souhaiterions pas vous les remettre. Est-ce que ça, c'est juste? C'est pas juste. Et on leur dit encore, puisque nous, on a gardé votre argent contre votre propre gré, on va enlever 10% de votre argent pour vous remettre. Est-ce que ça, c'est juste? Ça, c'est un vol. Et ceux de la BICI, des entreprises, des personnes morales et physiques, depuis 4 ans, leurs fonds, ils sont privés de leurs fonds. Et le gouvernement ne fait pas une note pour nous dire le pourquoi et où on va, alors que c'est une banque d'État. Finalement, on se demande bien si c'est une défaillance de l'État ou bien si c'est un vol et qu'on veut nous mettre devant le fait accompli pour qu'on accepte dans le silence. Quand on voit dans le même temps, des grands détourneurs de la République, ne me demandez pas les noms parce que tout le monde les connaît, ça existe par millions. Quand on prend les Akossi Benjo, quand on prend Laurent Gbagbo lui-même, quand on prend, parce que c'est pas moins de 300 milliards qui ont été volés dans les banques et transférés vers le Ghana durant la crise post-électorale. Quand on prend aussi les Kone Katina, mais à ceux-là, est-ce que l'État n'a pas le courage de leur dire, vous êtes cette rentrée, on va vous pardonner, mais ramenez au moins le restant ou ce que vous avez. Et avec ces sommes-là, on peut renflouer ces caisses-là
pour créer ne serait-ce qu'un semblant de justice et de normalité de notre société. Est-ce que ça, on a besoin d'aller faire des économies, des études à l'université pour ça? Est-ce que quand vous partez payer quelque chose avec moi et que la marchandise devient manquante à mon côté, je vous retourne directement votre argent. En quoi est-ce que je garde votre argent? Je dis non, je ne vous donne pas votre argent. Et après avoir laissé l'inflation faire son effet sur votre argent, je dis encore que je vous coupe 10% avant. Donc, je prends vous et votre rêve en otage, en fait. Voilà ce que le gouvernement est en train de faire. Le gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara est en train de faire aux Ivoiriens actuellement. Le gouvernement du président Ouattara a pris la vie des millions d'Ivoiriens en otage en détruisant leurs rêves, en empêchant les gens de pouvoir se construire une maison. Ça, aujourd'hui, les gens peuvent penser comme ils le veulent. Moi, je le dis parce que je suis victime. Et si le gouvernement se sent offusqué, qu'il me rembourse mon argent. Ça, je l'assume clairement parce que j'ai durement travaillé pour ça. Pendant des années et des années. Je ne peux pas avoir ma maison. Je ne peux pas avoir mon économie. Je ne peux pas avoir ma dignité. Mais finalement, qu'est-ce que je deviens? En tout cas, c'est un combat à mener. Et donc, malheureusement, je suis l'unique personne qui en parle, comme si c'est un problème qui me concernait. Et voyez-vous, je suis la seule tribune qui donne l'opportunité aux Ivoiriens de venir en parler. Et il se trouve que c'est une seule personne qui a le problème, donc Dieu merci. Mais tout le monde se plaint. Mais je préfère aussi dire aux uns aux autres, s'il vous plaît, si c'est en privé que vous allez m'appeler, ne le faites pas, parce que ça ne servira à rien. La tribune qui est là, c'est la seule opportunité de pouvoir exposer vos idées, de pouvoir aussi donner vos solutions. Mais après l'émission, l'éclaireur a une autre vie qu'il ne mélange pas du tout avec les émissions. Et donc, c'est important quand même de signaler ça. Voilà. Parce qu'en arrière-plan, il y a des personnes qui viennent te dire, bon, moi-même, je pensais que c'était comme ça, alors que vous pouvez sortir aussi pour venir parler. Voilà. Donc, c'est un peu ça la réalité. Et à un moment même, tu te demandes si ceux-mêmes pour qui on est en train de chercher à éveiller les consciences et à canaliser les gens dans la compréhension, si ces personnes même sont prêtes à comprendre et à faire le travail. Ça aussi, quand même, à un moment, quand tu évolues, tu te poses des questions fondamentales aussi pour comprendre tous ces facteurs-là aussi. Et dans mon sens, je crois que nous sommes pratiquement en train de s'aimer dans le désert quand même. Ça, c'est ce que je pense. En tout cas, c'est un combat à mener le terrain. Je crois que il faut qu'on persévère parce que c'est pas facile. C'est pas facile quand on sait aujourd'hui comment est le système. Et quand on nous dit que c'est le même système qui est en train de faire des audits dans les sociétés d'État, tu vois, ça laisse un peu de doute. Mais on cherche quoi? On a un fait qui est là, qui est visible, facile à réguler, mais on s'en va créer d'autres problèmes. Bon, pas de problème, mais on s'en va, on tourne les yeux et on met à l'autre côté. Je crois que ce problème que tu viens de dire, c'est assez sérieux et c'est tellement facile à régler. C'est l'argent des contribuables. Bon, non, des gens voulaient des maisons. Maintenant qu'ils n'arrivent pas à avoir la maison, retourner leur argent. C'est simple comme 1+1. Mais là, on ne résout pas ce problème-là. Non, mais qui est un problème. Ils ne font que le compliquer davantage pour donner l'impression aux gens de baisser les bras. C'est malheureux. Il y a plein de flux comme ça, il y a plein de systèmes comme ça. Que quand tu mets ton argent et tu ne vas pas voir les effets, et pour rentrer dans tes fonds, ce serait difficile. Vraiment, c'est pas facile. Le combat est dur, mais voilà. Moi, je crois qu'il faut qu'on continue de former la masse. Il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est tout. Passer l'information, insister là-dessus, ça va coûter ce que ça va coûter, mais quand l'information passe et la population est informée, je crois que beaucoup de choses seront assez faciles, mais on a encore du temps, on a encore du chemin. Le clair, on a encore du chemin. Il n'y a pas de problème. En tout cas, te souhaiter beaucoup de courage et beaucoup de chance. Et puis voilà, à tous ceux qui ont ce problème-là, vraiment, du courage. Il n'y a pas de problème. Aux personnes ne fait cadeau, mais voilà, il faut que les gens puissent rentrer dans les fonds. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons aussi merci. Non, merci à toi qui nous donne l'opportunité, surtout, en tout cas, la possibilité de dire ce qu'on pense. Amen. Du courage.
courage, mon frère. Du courage à toi et à tout le monde. Il n'y a pas de problème. C'est nous aussi qui vous disons merci. Et vous passez une très bonne soirée de là où vous vous situez. Bonne soirée à toi. Il n'y a pas de problème. Et donc, à ceux qui souhaitaient appeler, voilà, donc, donc ceux qui souhaitaient appeler, les 30 minutes sont déjà bouclées. Et donc, nous allons résolument vers la conclusion de l'émission. Je dis merci aux uns et aux autres. Merci à tous ceux qui nous font confiance chaque jour de participer à nos émissions. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Et nous espérons que tout ce que nous disons, nous n'avons pas la vérité ultime. Et donc, nous ne faisons que dire notre part de vérité. Et donc, chaque soir aussi, on donne l'occasion aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer pour apporter aussi les contradictions et les répliques qu'il faut afin d'arriver à une solution collective et à un sens même de compréhension globale dans notre société. C'est cet exercice-là que nous faisons chaque soir et nous sommes vraiment très heureux que beaucoup de personnes nous fassent confiance et que ces mêmes personnes-là nous suivent chaque soir. Je vous dis vraiment merci et merci de toujours nous faire confiance. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec chacun de nous. Merci beaucoup.